Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 5 août 2024 et nous sommes rendus à l'épisode 237 du podcast. Et aujourd'hui, je vais revenir rapidement sur les données du marché de l'emploi aux États-Unis et ensuite, je vais surtout prendre le temps d'expliquer ce qui se passe avec la correction des marchés boursiers qui a commencé avec la chute des actions d'Amazon et d'Intel vendredi et que là, ça se poursuit aujourd'hui, entre autres, avec la vente des actions d'Apple de la part de Warren Buffett. Mais avant de commencer l'épisode, je vais vous parler d'Akombago, qui est un logiciel comptable en ligne. Et en fait, c'est plus qu'un logiciel comptable pour la tenue de livre, c'est vraiment une solution de gestion 100% web, c'est-à-dire que vous pouvez y accéder de n'importe où en vous connectant directement sur Internet. Akombago vous permet de centraliser la gestion de vos finances et d'optimiser chaque aspect des opérations de votre entreprise. On parle ici de la facturation, de la gestion des clients fournisseurs, de la création de soumissions, la gestion de l'inventaire, etc. Je vous rappelle qu'Akombago, c'est fait par une compagnie québécoise qui est à l'écoute de ses clients avec un service à la clientèle en français et qui est en affaires depuis plus de 35 ans. Et présentement, Akombago propose une promotion à tous ses nouveaux clients. Ils offrent tout leur forfait au prix du forfait plus bas. Par exemple, le forfait entreprise est à 50 $ au lieu de 110 $ et ce, durant toute la première année. Donc, n'attendez pas, l'offre est d'une durée limitée. Et pour plus de détails sur Akombago, pour planifier une démo ou pour profiter de la promotion en cours, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de l'épisode. Et sur ce, débutons avec le taux de chômage aux États-Unis qui est passé de 4,1% à 4,3% en juillet. Et l'autre point majeur, c'est qu'il y a eu seulement 114 000 nouveaux emplois créés le mois passé. Et ça, c'est inférieur aux prévisions des économistes qui s'attendaient à 175 000 nouveaux emplois. Et là, avec les plus récentes données du marché du travail aux États-Unis, les investisseurs anticipent maintenant 3 baisses du taux directeur. Certains prévoient même que la Réserve fédérale pourrait couper son taux directeur de 50 points de base dès le mois de septembre. Bref, présentement, le sentiment du marché, c'est que la Fed a peut-être trop attendu pour réduire ses taux d'intérêt et que là, finalement, l'économie américaine pourrait se diriger vers une récession. De mon côté, l'économie des États-Unis, ça m'inquiète beaucoup moins que l'économie du Canada. C'est l'une des différences majeures entre les deux pays, c'est que l'économie canadienne est beaucoup plus réactive aux fluctuations des taux d'intérêt. La raison derrière ça, c'est qu'aux États-Unis, tu peux prendre un prêt hypothécaire sur 30 ans. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de renouveler à chaque 5 ans. Au Canada, la plupart des prêts hypothécaires sont sur un terme de 5 ans. Après ça, les propriétaires doivent renouveler et évidemment, le renouvellement se fait avec les taux d'intérêt en vigueur. Donc, quand il y a une augmentation des taux d'intérêt, nécessairement, ça va toucher davantage les ménages canadiens parce qu'autrement dit, les propriétaires aux États-Unis, qu'eux autres, ils avaient signé un prêt hypothécaire sur 30 ans, ben, peu importe ce qui se passe avec le taux directeur de la Réserve fédérale, ça n'affecte pas leur versement hypothécaire. Tout ça pour dire que le budget des ménages américains, ben, le budget n'est pas autant touché par la hausse des taux d'intérêt que pour les Canadiens, parce que comme je vous dis, les Canadiens vont devoir renouveler leur prêt hypothécaire et du fait que les taux d'intérêt sont pas mal plus hauts qu'en 2020-2021, ben, il y a beaucoup de propriétaires qui vont voir leur paiement mensuel augmenter de façon considérable. Sinon, vendredi passé, avec les mauvaises données du côté du marché du travail aux États-Unis, c'est là que le carnage a commencé sur les marchés boursiers. C'est là que l'indice Nasdaq est officiellement tombé en territoire de correction, c'est-à-dire que l'indice a subi une baisse de plus de 10% par rapport à son dernier sommet, son pic qui était en juillet, donc le mois passé. Et ce qui a également contribué à la correction, en fait, c'est principalement les actions d'Amazon qui ont baissé de 9% suite à leurs résultats financiers.
Et il y a aussi la chute catastrophique des actions d'Intel qui ont droppé de 26% en une seule journée. Ça, c'était vendredi passé. Donc tout d'abord, en ce qui concerne Intel, leur revenu était bien en dessous des prévisions. Et suite à ça, ils ont annoncé premièrement qu'ils allaient suspendre le versement de dividendes. Donc ça, à partir du prochain trimestre, il n'y aura pas de versement trimestriel qui va être versé aux actionnaires. Et ils ont également annoncé qu'ils allaient licencier 15% de leur effectif. Donc ça, ça équivaut à environ 18 000 employés qui vont perdre leur job chez Intel. Sinon, pour ce qui est d'Amazon, pour ma part, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien de dramatique dans leurs résultats financiers. Premièrement, leur département cloud, le département AWS, eux autres, ils ont doublé leur profit trimestriel. Par contre, si on regarde le core business, c'est-à-dire le modèle d'affaires principal, la croissance des ventes en ligne, ça a ralenti pour Amazon. Pour vous donner une idée, au premier trimestre de 2024, les ventes avaient augmenté de 7% et là, au dernier trimestre, ça a monté de 5%. Donc, il y a quand même une croissance des ventes, c'est juste que la croissance est moins forte et évidemment, les investisseurs, ça n'aime pas ça. Et en même temps, comme on a pu le constater avec les earnings de Nike, de Starbucks et d'UPS, les consommateurs ont visiblement commencé à couper sur leurs dépenses discrétionnaires. Donc, nécessairement, ça a affecté les chiffres d'Amazon, qui est littéralement un magasin de vente au détail en ligne. Et l'autre chose, c'est que qui vient nuire à Amazon, c'est qu'il y a de plus en plus de compétition avec les compagnies chinoises comme Temu et Shein, S-H-E-I-N, je ne sais pas comment prononcer ça, et qui sont des commerces de détail en ligne comme Amazon, mais qui vendent des produits vraiment pas chers qui proviennent directement de la Chine. Mais honnêtement, tout ça, ça ne m'inquiète pas du tout pour le futur d'Amazon. L'entreprise est diversifiée avec différents services qui affichent, comme je vous dis, une croissance et en termes de core business, ça reste le leader de loin. Là. Pour ce qui est des ventes en ligne et de la vitesse de livraison, sont imbattables de ce côté-là. D'ailleurs, je vous annonce officiellement qu'aujourd'hui, lundi le 5 août, j'ai pris une nouvelle position dans Amazon suite à la chute d'environ 13%. Donc, j'ai acheté des actions ce matin à 156 $ US. Et je vous cacherai pas que ça faisait longtemps que je regardais Amazon, mais la valorisation de l'entreprise me paraissait trop élevée à l'époque, surtout par rapport à son multiple des bénéfices et surtout par rapport aux projections au niveau de ses perspectives de croissance. Mais là, au prix actuel et avec ces chiffres en date d'aujourd'hui, la compagnie Amazon me semble correctement évaluée par le marché. C'est pas une action que je considère nécessairement très en rabais. C'est un prix correct considérant la compagnie sous-jacente. Et en fait, c'est drôle, mais ça me fait penser à une citation de Warren Buffett qui dit « Mieux vaut acheter une entreprise extraordinaire à un prix ordinaire que d'acheter une entreprise ordinaire à un prix extraordinaire. » Et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu ce matin en achetant Amazon. Et c'est un peu la même réflexion que j'avais eue quand j'ai pris position dans Netflix initialement. Mais tout ça pour dire que autour de 155 $ par action, c'est un prix d'entrée qui me convient pour amorcer une position à long terme sur Amazon, surtout dans un timing où les investisseurs sont inquiets par rapport au marché du travail qui s'affaiblit, ils sont inquiets par rapport au potentiel d'une récession, par rapport aux dépenses des consommateurs qui ralentissent, et tout ça, ça se reflète sur le sentiment du marché vis-à-vis un paquet d'entreprises dans le secteur de la consommation discrétionnaire, comme par exemple, évidemment, Starbucks, Nike, UPS et Amazon que j'ai acheté ce matin. Et là, petite précision, je ne suis pas en train de dire que la chute des marchés boursiers va se terminer nécessairement aujourd'hui, parce que, tu sais, quand les investisseurs paniquent, ça peut planter assez vite. Là. Le prix des actions, ça monte en escalier, puis ça descend en ascenseur. Bien, comme vous pouvez le voir, les chutes, c'est souvent assez rapide, mais même dans ce cas-là,
on se rappelle que tout ça, c'est temporaire, dans le sens que sur un horizon à moyen et long terme, je suis pas inquiet que Amazon va s'en sortir gagnant. Je suis pas inquiet pour un paquet d'autres entreprises. Et je peux déjà vous dire que si les actions d'Amazon ils baissent d'un autre 10%, c'est-à-dire autour de 135 $, ben je compte grossir ma position dans ce titre-là. Et je veux également attirer votre attention sur le portefeuille de Berkshire Hathaway, qui est la compagnie de Warren Buffett. Et en fin de semaine, c'était le dévoilement des résultats financiers de Berkshire. Et en regardant les documents, on peut constater que Buffett a décidé de vendre à peu près la moitié de sa position dans Apple. Et Warren Buffett explique cette décision-là en raison des politiques fiscales qui pourraient changer vis-à-vis le taux d'imposition du gain en capital aux États-Unis. L'ampleur du déficit budgétaire du pays, ça le mène à croire que c'est pas impossible que le gouvernement américain doive monter les taux d'imposition dans un avenir pas si lointain. Bref, il dit qu'il préférait vendre maintenant que de vendre plus tard et payer davantage d'impôts. Du moins, c'est ce qu'il prétend. Et gardez aussi en tête que même après avoir vendu 49% de ses actions d'Apple, ça reste de loin la plus grande position du portefeuille de Berkshire Hathaway. On parle de 400 millions d'actions d'Apple pour une valeur totalisant plus de 84 milliards de dollars. Mais pour conclure là-dessus, ce matin, les actions d'Apple chutaient d'environ 5% à l'ouverture des marchés. Mais bref, il y a définitivement une correction sur les marchés boursiers. Et même si c'est plate, il n'y a pas de quoi paniquer avec ça. À un moment donné, c'est juste normal. Surtout que là, on parle d'une correction de 15% à peu près, après que le Nasdaq ait monté de 77% en seulement 2 ans. On s'entend que si tu as acheté des actions dans le secteur technologique en 2022, à peu près n'importe quel big tech, aujourd'hui, tu t'en sors encore très bien. Je veux dire, ton rendement, oui, il a descendu un peu, mais tes positions sont loin d'être dans le rouge. Au fait, à mon avis, je pense qu'il y avait déjà une certaine correction du côté des actions américaines. C'est pour ça que vous m'avez vu prendre quelques positions au cours des derniers mois. Sauf que la majorité des titres technologiques avaient été épargnés du fait qu'il y avait un engouement par rapport au développement de l'intelligence artificielle. Et comme je l'ai déjà expliqué, avec la forte pondération de l'indice SP500 dans les technos, la croissance des big tech, c'est ça qui a camouflé la correction qui touchait les autres titres à l'intérieur de l'indice. Par contre, maintenant que les investisseurs ont réalisé que peut-être que les milliards qui ont été investis dans le développement de l'intelligence artificielle, peut-être que ça n'allait pas générer de retour sur investissement à court terme. Et je pense que c'est ça, entre autres, qui explique que le SP500 pourrait bientôt suivre le Nasdaq en zone de correction. Surtout qu'à cette heure, avec tout le monde qui investisse dans des fonds indiciels, quand les investisseurs ils ont peur, ils vendent tout, dans le sens que toutes les compagnies qui sont dans l'indice, ils plongent, peu importe l'état de leurs finances, peu importe leur secteur d'activité. Les actions, en fait, sont liquidées sans trop se poser de questions. Et d'ailleurs, la panique s'est propagée un peu partout parce que les marchés asiatiques sont en baisse, les marchés européens sont en baisse, le gold, c'est-à-dire l'or est en baisse, la crypto est en baisse. Si on regarde le Bitcoin, il est passé de 65 000 $ US à 53 000, ce qui représente une chute d'à peu près 18%. Et je le répète, de mon côté, la stratégie pour la gestion de mon portefeuille a toujours pas changé. C'est-à-dire que quand il y a une correction comme ça, c'est vraiment dans ces moments-là que je me mets à chercher des entreprises financièrement solides et qui ont également un avantage concurrentiel qui est durable dans le temps. Et je m'arrange pour acheter des parts de ces compagnies-là en rabais. Mais remarquez aussi qu'à chaque fois qu'il y a une correction, on pense toujours que ça va continuer à baisser et que ça va tout le temps terminer avec un marché baissier, c'est-à-dire une baisse de plus de 20%. Sauf que dans les faits, des fois oui, mais des fois non. Donc, si tu attends tout le temps
l'apocalypse avant d'acheter, ça se peut que tu attendes très longtemps avec ton cash dans ton encaisse et à ce moment-là, ben, tu passes à côté de rendement composé pendant des années. Et là, je suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas de crash boursier ou qu'il n'y a pas de crise financière qui peut se produire dans le futur. Par contre, ce ne sont pas les seuls moments durant lesquels tu peux investir ton argent. Donc, je termine l'épisode là-dessus. J'espère que ça vous a un peu éclairé vis-à-vis la correction qui se passe principalement sur l'indice Nasdaq. J'espère que vous n'êtes pas trop inquiet de voir les indices boursiers dans le rouge comme ça. Et si vous aimez le contenu du podcast, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un review sur Apple Podcasts ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et sur ce, on se voit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.